Comment réagiriez-vous si vous découvriez soudainement que la personne qui partage votre quotidien, celle avec qui vous échangez vos sourires les plus sincères au petit déjeuner, cache en réalité un visage d'ombre directement lié à un terrible drame policier? C'est Grégory, votre voix sans IA au micro, et je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer ensemble les secrets les plus inavouables de notre feuilleton préféré. Nous allons plonger dans l'épisode 1990 d'Un si grand soleil, diffusé ce mardi 18 août 2026 sur France 3. Installez-vous confortablement, car nous allons mener cette analyse pas à pas, comme un véritable détective face à un cold case haletant, où chaque indice recèle une charge dramatique explosive. À Montpellier, sous le soleil de plomb du mois d'août, les apparences sont souvent trompeuses et les secrets de famille finissent toujours par craquer sous la pression de la vérité. Commençons par ce choc monumental qui frappe de plein fouet le commissariat. La scène se déroule dans la pénombre d'un bureau d'enquête. L'atmosphère y est lourde, étouffante, chargée d'une odeur de café froid et de papier administratif. Yann et Élise, deux enquêteurs dont la rigueur n'est plus approuvée, sont assis côte à côte, les yeux fatigués, mais fixés avec une attention magnétique sur un écran d'ordinateur. Ils passent au crible, image par image, seconde par seconde, les vidéos de surveillance de la fameuse fête sur le bateau. Vous vous souvenez de cette soirée sur l'eau qui a tragiquement basculé et qui hante l'esprit de l'équipe depuis des jours? Les images de la caméra de sécurité sont granuleuses, perturbées par les éclats de lumière artificielle et les mouvements chaotiques de la foule en transe. Yann clique méthodiquement sur sa souris, avançant pas à pas dans le temps. Et soudain, son regard se fige. Il repère une silhouette féminine, une femme blonde dont l'attitude intrigue immédiatement. Elle danse de façon extrêmement complice et rapprochée avec Mathieu, quelques instants seulement avant que la tragédie ne se noue. Yann lance une commande de zoom et de nettoyage numérique de l'image. Le logiciel de la police retravaille les contrastes de la nuit, élimine le bruit numérique, redéfinit les contours du visage de cette mystérieuse inconnue. Et là, le verdict de l'image tombe, implacable, terrifiant. Le visage de la jeune femme apparaît enfin d'une netteté absolue à l'écran. À cet instant précis, le temps s'arrête pour Élise. Un frisson glacial lui traverse tout le corps, son souffle se coupe et son cœur rate un battement. Cette femme blonde qui danse avec la victime, ce n'est pas une suspecte anonyme qu'elle pourra traquer froidement avec la distance de sa fonction. Cette femme, c'est Flore. Oui, Flore, sa propre colocataire, celle avec qui elle partage son appartement, ses confidences, son intimité quotidienne. C'est un séisme intérieur d'une violence inouïe pour Élise. Le sol se dérobe sous ses pieds. Comment est-ce possible? Pourquoi Flore se trouvait-elle sur ce bateau ce soir-là? Quel lien l'unit réellement à Mathieu? Et surtout, pourquoi lui a-t-elle caché cette vérité si lourde? Élise se retrouve instantanément prise au piège d'un dilemme éthique et professionnel absolument déchirant. Doit-elle protéger son ami, nier l'évidence de l'image, ou doit-elle accomplir son devoir de flic au risque de détruire sa propre vie privée? Yann, sentant le changement d'atmosphère et le silence soudain de sa collègue qui pèse plus lourd qu'un aveu, commence à l'observer avec une insistance inquiète. L'enquête bascule ainsi dans une dimension dramatique où la frontière entre la justice et l'amitié devient plus fine que jamais. Mais alors que le commissariat vacille sous le poids de ces révélations choquantes, un autre drame de nature différente, mais tout aussi destructeur, se joue dans l'intimité de Sabine et Hugo. Les préparatifs de leur mariage, qui devaient symboliser l'apogée de leur amour et de leur complicité, se transforment pas à pas en un véritable cauchemar relationnel sous l'influence des non-dits et des intrusions familiales. Tout commence lorsque Sabine, voulant finaliser l'organisation de sa cérémonie,
annonce qu'elle a choisi Caroline comme second témoin. Cette décision, loin d'apporter de la joie, déclenche instantanément un malaise palpable et extrêmement pesant. Hugo se crispe immédiatement, ses yeux trahissant une gêne et une angoisse profonde à la simple évocation de ce choix. De son côté, Ève, toujours très attentive aux dynamiques humaines et douée d'une grande intuition, ne cache pas ses vives réserves. Elle tente d'alerter Sabine sur le fait que la présence de Caroline pourrait réveiller de vieilles blessures et compromettre l'équilibre de leur couple à l'aube de leur union. Quel secret inavoué Caroline transporte-t-elle avec elle? Quelle ombre mystérieuse projette-t-elle sur l'avenir d'Hugo et de Sabine? Cette tension initiale est cependant rapidement balayée par une menace bien plus directe et dévastatrice, Claudine, la mère de Sabine. Fidèle à son tempérament dominateur, manipulateur et incapable de laisser sa fille vivre son propre bonheur, Claudine décide de s'immiscer de force et de manière totalement unilatérale dans l'organisation de la cérémonie. Sans consulter personne, elle impose un changement radical de lieu pour la fête et ajoute arbitrairement une quinzaine d'invités supplémentaires sur la liste officielle, transformant un mariage qui se voulait intime et authentique en une vulgaire opération de relations publiques destinée à servir sa propre ambition sociale. Pour Sabine, c'est l'affront de trop, la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà rempli d'années de rancœur et de frustration face à cette mère abusive. La confrontation qui s'ensuit est d'une violence psychologique extrême. Sabine explose littéralement de colère et accuse ouvertement sa mère de lui voler son propre mariage, de lui confisquer son bonheur pour alimenter son ego démesuré. Blessée au plus profond d'elle et poussée à bout, Sabine prend une décision radicale et douloureuse. Dans un état de détresse absolue, elle annonce à Hugo et à Pablo que la cérémonie ne pourra tout simplement pas se tenir au Sauvage, ce lieu si cher à leur cœur où ils avaient projeté de s'unir en toute simplicité. Le rêve d'une union chaleureuse s'effondre sous les assauts de la tyrannie maternelle, laissant Sabine et Hugo dans un désarroi le plus total face à l'obligation douloureuse de tout reconstruire à partir de zéro. Et tandis que les cœurs se déchirent et que les alliances se fissurent, le danger physique, lui, rôde dans l'ombre et s'apprête à frapper Flore de plein fouet avec une sauvagerie inattendue. Flore, totalement ignorante du fait que son secret vient d'être découvert au commissariat par Élise et Yann, se retrouve prise au piège d'un engrenage terrifiant. Elle reçoit un message de William, l'invitant à le rejoindre de toute urgence dans un hangar désinfecté situé dans la zone industrielle à la périphérie de la ville pour aborder un sujet capital concernant Mathieu. Pensant qu'il s'agit d'une occasion d'obtenir des explications ou de régler une affaire urgente, Flore s'y rend sans méfiance, guidée par le besoin de comprendre la situation. Le hangar est un endroit sinistre, une immense carcasse de tôle et de béton abandonnée, où le vent s'engouffre en sifflant à travers les vitres brisées de la toiture. L'atmosphère y est glaciale, oppressive, chargée d'une odeur de poussière et de métal rouillé. Flore s'avance prudemment sous la charpente métallique imposante, appelant William à plusieurs reprises, mais aucune voix familière ne lui répond. C'est à ce moment précis que le piège machiavélique se referme sur elle de la plus brutale des manières. Ce n'est pas William qui l'attend dans la pénombre, mais une menace bien plus sombre et impitoyable. Un cambrioleur, dissimulé dans l'obscurité des lieux, surgit brusquement devant elle. Flore n'a même pas le temps de réaliser le danger, de fuir ou de crier à l'aide. L'individu se jette sur elle avec une sauvagerie inouïe. Flore subit une agression d'une violence extrême. Elle est frappée à coups redoublés et s'effondre lourdement sur le sol de béton froid, inconsciente et grièvement blessée, et laissée pour morte par son agresseur. Pourquoi Flore a-t-elle été attirée dans ce véritable traquenard sous de faux prétextes? Quel rôle exact William joue-t-il dans cette embuscade sordide? S'agit-il d'une tentative désespérée de récupérer un indice compromettant
ou de la réduire définitivement au silence avant qu'elle ne révèle ce qu'elle sait sur Mathieu? Mes amis, l'étau se resserre de toutes parts sur nos personnages et chaque révélation apporte son lot de questions de plus en plus angoissantes. Comment Élise va-t-elle gérer la découverte de la trahison de sa colocataire Flore tout en essayant de mener à bien son enquête sans éveiller les soupçons de Yann? Flore va-t-elle survivre à cette terrible agression dans le hangar? Et parviendra-t-elle à révéler l'identité de son agresseur à temps? Et qu'en sera-t-il du mariage de Sabine et de Hugo, désormais privé de son lieu de prédilection et menacé par l'ombre de Caroline et des manipulations incessantes de Claudine? L'enquête policière s'annonce plus complexe, intime et personnelle que jamais, alors que les drames familiaux et les secrets du passé menacent de détruire des vies entières à Montpellier. C'était Grégory pour ce décryptage intense et passionnant de l'épisode 1990 d'Un si grand soleil sur France 3. Prenez grand soin de vous, gardez l'œil ouvert et à très bientôt pour la suite de nos aventures, mes chers amis.